Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapante. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, on va parler de la performance des femmes pendant leurs règles, on va parler du mal de dos, on va parler également du stress dû aux traceurs de progrès, aux trackers d'activité. Et voilà, on va détailler un petit peu tout ça. Donc oui, ce week-end, si vous n'avez pas suivi, j'ai sorti une vidéo sur l'amplitude des développés couchés, inclinés, déclinés, tout ça pour les pectoraux, pour justement c'était une question que j'avais reçue, j'avais envie de détailler le sujet. Donc on parle de longueur des avant-bras, épaisseur de la cage thoracique, largeur des clavicules qui influencent vos entraînements. On parle également d'identifier les signaux du corps pour éviter les douleurs à l'épaule et optimiser chaque répétition. On commence à arrêter au bon endroit, par exemple quand on veut réduire son amplitude, d'adapter les mouvements pour maximiser les progrès. On parle aussi de repères précis pour maintenir une amplitude constante. Ça, je vous donne à la fois des techniques avec et sans petits gadgets. Donc voilà, le but en fait, j'ai appelé ça comment avoir des pectoraux plus gros et plus définis avec la bonne amplitude. C'est vrai que quand on connaît son amplitude de travail idéale, l'entraînement des pecs, ça change du tout au tout, la congestion, elle vient bien mieux, on arrête d'avoir des courbatures localisées à des endroits indésirables comme sur l'avant d'épaule et toutes ces choses-là, et on commence un peu mieux à sentir ses pecs bosser et progresser. Voilà, donc beaucoup de gens en fait n'arrivent pas à rattraper des points faibles pecs parce qu'ils n'ont pas envie de mettre en place ce genre de choses, parce qu'ils ont envie de faire cogner la barre sur le torse à chaque rep, alors qu'ils sont pas faits pour, et ils ont juste envie d'exprimer le maximum de force et voilà. Sauf que à terme, alors oui, ils vont se muscler, mais peut-être des épaules ou des triceps, mais pas des pecs quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler ce week-end. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode là, et si ça vous intéresse d'aller la regarder. Donc, le premier sujet du podcast, c'est les règles. Est-ce que c'est un boost pour la performance chez les femmes ? Donc, il y a une étude récente qui montre que les femmes en période de menstruation affichent une performance cognitive et physique accrue. Donc, ça a été réalisé par l'université du Collège London. L'étude a testé 248 personnes, donc 96 hommes. Au début, je me disais, mais les hommes n'ont pas leurs règles, mais en fait, c'est parce qu'ils ont voulu tester. C'est comme ça qu'ils s'en sont rendus compte, en fait, quand ils ont testé tout le monde, pour évaluer les capacités visuo-spatiales, l'attention et les temps de réaction. Au niveau des résultats, les femmes au cycle régulier voient leur réaction accélérée de 25%. Donc pendant leurs règles, avec moins d'erreurs. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a pas mal de personnes qui se disent oui, de pas avoir ses règles, c'est bien, etc. C'est plus de confort et tout. En tout cas, au niveau des performances, de plus les avoir et de les avoir irrégulières, c'est moins bien. En comparaison, pendant la phase lutéale du cycle, les temps de réaction ralentissent et la précision diminue avec un retard pouvant atteindre 20 millisecondes.
Donc les chercheurs soulignent que les fluctuations hormonales influencent ces variations. Donc la progestérone, élevée en phase lutéale, inhibe certaines fonctions cognitives, alors que les œstrogènes stimulent le cortex frontal au début de menstruation. Ce phénomène observé par des entraîneurs sportifs pourrait expliquer la vulnérabilité accrue aux blessures chez les athlètes féminines pendant la phase lutéale, et cette recherche remet en cause l'idée répandue selon laquelle les menstruations affaibliraient les capacités féminines. Alors, moi, je suis pas le mieux placé pour parler de ça, hein. D'ailleurs, l'article, il est sorti dans Cerveau et Psycho, hein, le magazine à la fois en ligne et physique. Je suis pas le mieux placé parce que je suis un homme et que c'est quand on n'est pas directement concerné, on a moins d'intérêt à travailler ce genre de sujet. Donc, il y aura certainement des personnes qui seront beaucoup plus aptes que moi à vous en parler. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il y a des grandes différences entre les réactions. Il y en a chez qui les règles, bon, Heu, je suis pas une femme, mais j'ai vécu beaucoup plus d'années de ma vie en couple que pas en couple, donc je peux vous garantir que j'ai pu observer, et c'est vrai que heu, ça peut être même aléatoire au sein d'une même personne, et c'est pas parce que là, je suis en train de vous raconter que vous êtes censée être plus performante à certains moments, que ce sera forcément le cas et qu'il faut culpabiliser si c'est pas le cas. La meilleure stratégie, il me semble, hein, c'est d'être capable d'écouter. Si vous avez une période où, je sais pas, vous avez des vertiges, vous avez mal au ventre, vous avez même limite un état un peu grippal, parce que vous êtes à l'approche de vos règles, ou pendant, ou autre, c'est pas forcément une bonne idée que de se dire: «Normalement, je suis censé être la plus performante, donc je vais faire ma grosse séance lourde aujourd'hui». Et l'idée, c'est vraiment de s'écouter, d'être, parce qu'il y a des fois où vous allez voir, ça va passer, enfin, vous allez voir, et vous l'avez déjà vu, il y a des fois où ça passe tout seul et des fois où ça passe pas bien du tout, ces périodes-là, et donc bah, il faut que l'entraînement s'y adapte, quoi. C'est pas parce qu'une étude vous le dit que vous êtes censé être ultra performante durant ces périodes du mois, quoi. Donc après, ça peut être intéressant parce que je pense qu'il y a aussi des femmes qui écoutent et qui se disent mais moi je comprends pas, tout le monde me dit que pendant les règles il faut lever le pied parce qu'on est plus fatigué et tout, alors que moi j'ai une super énergie, une super forme». Bah, ça peut leur expliquer. Ça peut leur expliquer pourquoi. Et il faut pas oublier une dernière chose, c'est que je vous en avais parlé récemment, mais une des raisons de la grosse fatigue chez certaines personnes pendant leurs règles, c'est pas dû aux règles en elles-mêmes, c'est dû aux douleurs induites par les règles, et la douleur fatigue. En fait, d'avoir tout le temps mal en continu, c'est épuisant. Voilà, c'est énervant et c'est épuisant. Moi, je sais par exemple, si, je sais pas moi, j'ai des douleurs, à un endroit ou à un autre, des douleurs, par exemple le mal à la gorge. Moi, ça m'arrive jamais, je suis jamais malade. Mais, si j'ai à un moment donné mal à la gorge, je sais que ça va avoir tendance à m'énerver. Ça va m'énerver, d'avoir une douleur constante. Alors bizarrement, ce qui m'énerve pas, c'est les courbatures. Je pense parce que ça a un lien avec le sport, mais il faut savoir que la douleur énerve et épuise. Donc une femme aux règles douloureuses sera épuisée non pas par ses hormones, mais par la douleur, possiblement. Voilà, donc vous pouvez aller lire l'article sur Cerveau et Psycho. Deuxième sujet du podcast, diminuer le temps assis pour protéger son dos. Donc je pense qu'aujourd'hui on est tous d'accord sur l'activité physique. Mais avant de démarrer cet article, je vais parler un petit peu de choses que j'ai entendues à droite à gauche. Donc j'ai entendu, je sais plus si c'est dans une émission ou un podcast, je crois que c'est une émission, que ils avaient demandé à des gens alors c'est tout par rapport au niveau d'éducation et tout, quand ils posent les questions, que faites-vous pour prendre soin de votre santé? Ceux qui sont les classes les plus populaires disent: «Je vais voir le médecin régulièrement». Et pour eux, dans leur tête, aller voir le médecin régulièrement, c'est un comportement de bonne santé. Donc en fait, comment dire? C'est se faire suivre, mais d'ailleurs, j'avais surligné un truc dans un bouquin, je vais vous lire la citation. Heu,
Enfin, on est bien d'accord que je pense que là, on est d'accord que, ce qui fait que vous prenez soin de vous, c'est ce que vous faites entre les visites chez le médecin. C'est pas, le fait d'aller voir le médecin. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus, hein. Le médecin d'ailleurs, je vais vous citer la phrase d'un bouquin. C'est un bouquin sur la course à pied qui expliquait: «Il est vrai que les médecins sont plus formés à traiter la maladie qu'à promouvoir la santé» et je pense que c'est un comment dire? C'est un médecin qui l'écrit en plus le bouquin. C'est vrai, c'est simple, c'est facile à comprendre. Hem, Traiter la maladie, c'est pas la même chose que de promouvoir la santé. Et il faut pas demander aux médecins de promouvoir la santé. Il y a des gens qui se plaignent que les médecins ne font pas assez de prévention et tout. Et j'ai pu être comme ça par le passé. Sauf qu'imaginez, vous préférez quoi? Qui soit hyper compétent en prévention pour maintenir en santé et incompétent en traitement de maladie? Ou vous préférez qu'il soit hyper compétent en traitement de maladie et de déléguer la promotion de la santé, heu, à l'individu, quoi. Et si vous voulez vous mettre en santé, vous faites comme tout le monde, vous faites des recherches, vous verrez, du sport, mieux manger, enfin de l'éducation individuelle, quoi. Moi, personnellement, je préfère que le médecin fasse ce qu'il fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il soit compétent pour traiter la maladie. Si je vais le voir avec une pathologie, qu'il soit compétent pour me traiter, voire me soigner, me guérir. Mais par contre, je préfère qu'il économise, son temps sur, les recommandations de mode de vie. Puisqu'on sait, que ce que c'est? C'est, mangez mieux, faites un peu d'activité physique, ils vont nous dire ça. Donc je préfère qu'ils économisent leur salive là-dessus et qui par contre, utilisent leur savoir, médical enfin médical pathologique sur les pathologies pour me traiter. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi par le passé, j'étais un peu, enfin quand je dis par le passé, c'était avant de faire du sport et tout, enfin non, c'était peut-être au tout début où j'ai commencé le sport, où je me disais, il pourrait recommander telle ou telle chose. Dès qu'on a un regard comme nous, axé sur le sport et la diététique, on a envie que tout le monde voit les choses comme nous, mais faut oublier que 90 des patients, d'un cabinet médical si on leur fait une ordonnance de sport ou d'alimentation méditerranéenne, par exemple, ils vont pas le suivre. Ils vont pas la suivre. Déjà qu'il y en a beaucoup qui ne suivent pas leurs médicaments, c'est-à-dire qu'à peine, ça va un peu mieux, ils arrêtent et c'est un enfer d'ailleurs pour leur faire prendre leurs médicaments, leurs traitements. Donc, voilà, hein. Bon après moi je suis pas pro traitement, pro médicament, mais, et d'ailleurs, on parle souvent de plein de choses, mais par exemple, vous savez qu'aux États-Unis, les effets indésirables des médicaments seraient responsables de plus de 100 000 décès par an. Vous imaginez, si un complément alimentaire, type oméga 3 ou protéines en poudre serait responsable de 100 000 décès par an? Le scandale, pourtant là ce sont des médicaments, ça cause 100 000 décès par an. Bon, après, c'est toujours pareil, est-ce qu'on l'a utilisé pour tenter de sauver et finalement il y avait une chance sur 2 ou enfin bon, mais c'est pas rien quoi, c'est pas nul. C'est pour ça, quand il y en a qui voient le en fait, qui voient la médication comme, inoffensive, comme, non, non, c'est toujours une balance, par exemple, moi, si demain j'avais des problèmes de santé, qui pourraient me mettre sur le carreau, tout de suite, par exemple un problème cardiovasculaire, je prendrais mon traitement. Parce que, les problèmes cardiovasculaires, je crois que c'est les trucs, dans les assurances les plus élevés en termes de risques. Je ferai pas le malin, en fait, je prendrai mon traitement. Je m'amuserai pas à me dire: «Bon, je le saute parce qu'il y a des risques, il y a des intoxications aux médicaments et tout». Par contre, si c'est quelque chose qui est, bénin et qui peut être largement inversé ou corrigé par un mode de vie plus sain, j'irai pas effectivement m'exposer à un médicament, en continu toute ma vie. Mais bon, après l'avantage, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la liberté de choix et chacun peut faire ce qu'il veut, par rapport à sa santé si ça n'impacte pas les autres, quoi. Enfin, il me semble. Ensuite, donc oui, alors réduire le temps assis quotidien pourrait prévenir les douleurs dorsales, selon une étude de l'université de Turku en Finlande.
En réduisant leur temps de sédentarité de 40 minutes par jour sur 6 mois, les adultes en surpoids ou obèses ont observé une stabilisation de leur douleur lombaire et ces participants, en grande partie sédentaires et peu actifs, risquaient des problèmes cardiovasculaires et de dos. Donc les chercheurs ont analysé les muscles dorsaux grâce à des techniques avancées d'imagerie, incluant l'IRM et la tomographie par émission de position, sans observer de lien direct entre la réduction de la douleur et les changements dans la composition ou le métabolisme des muscles dorsaux. La douleur pourrait être réduite sans amélioration de la musculature ou du métabolisme, contredisant certaines idées reçues. Donc ils disent alterner la position assise et debout au cours de la journée et favoriser des activités physiques modérées reste essentiel pour la santé du dos selon cette étude. Et les chercheurs insistent, varier les postures est plus important que de maintenir une posture parfaite. Donc en gros le mouvement quoi. Mais ça c'est pas... Vous savez, moi je me suis fabriqué un bureau debout avec une planche et en fait j'ai rehaussé mon clavier, ma souris, puisque j'ai un grand écran pour travailler que je peux incliner. Et comme ça, je j'ai pas investi dans un bureau électronique là, avec qui monte et qui descend. J'avais une chute de planche et 4 pieds, j'ai vissé ça et je me suis fait un bureau debout et en fait, j'alterne entre position assise, position debout au cours de la journée et sauf le jour des cuisses en général, le jour des cuisses, le lendemain des cuisses où, vraiment j'ai les jambes, qui sont complètement explosées et je vais travailler assis. Mais sinon, j'aime bien alterner et je pense que la meilleure chose, en fait, c'est d'avoir régulièrement des périodes où le corps, se déverrouille, se dérouille, en fait. C'est-à-dire on monte, on descend, on va à la salle de pause, se chercher un café ou de boire un verre, de regarder par la fenêtre, d'essayer d'être en mouvement régulièrement. Heu, voilà, quoi. Et c'est vrai que mes douleurs de dos, que j'aurais pu avoir par le passé, parce que quand on est tout le temps assis, au bout d'un moment, c'est vrai que les douleurs lombaires, alors c'est pas des douleurs, je sais pas, j'aimerais bien parfois être dans le corps de certaines personnes pour ressentir ce qu'ils appellent douleurs lombaires. Parce que moi, les douleurs lombaires, c'est pas un mal comme une articulation ou une tendinite, une articulation douloureuse ou une tendinite, un truc douloureux comme ça. Je ressens plus la douleur lombaire, moi, comme une congestion, en fait, comme, une asphyxie musculaire, enfin, pas une asphyxie, l'asphyxie, c'est l'inverse de la congestion, mais, le ouais, un peu cette brûlure musculaire qu'on a quand on fait du gainage et tout. Moi, c'est un peu ça que je pourrais avoir. Je ressens le besoin d'étirer les muscles lombaires, en fait, parce qu'ils ont été trop contractés, ouais, trop sollicités. Et c'est vrai qu'en travaillant debout, enfin en alternant debout, assis, on a moins, enfin moi en tout cas, j'ai moins ça, donc ça a été positif pour moi. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai ces douleurs au bas du dos que je pouvais avoir même des fois, quand j'attaquais ma séance dos un peu trop fort après avoir été assis, c'est vrai que là, en parlant, je me rends compte que ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. Alors, 3e sujet, suivre ses progrès peut générer du stress. Donc les applications heu, des bracelets connectés, de tous ces trucs-là, initialement conçus pour améliorer la santé, augmentent en réalité l'anxiété chez certaines personnes, selon, une étude récente. Donc un tiers des utilisateurs de ces outils déclarent ressentir un stress régulier en consultant leurs données de santé. D'ailleurs, j'en parlais avec quelqu'un et il me disait que lui, une montre connectée, c'est pas quelque chose qu'il veut parce que, justement, ça pourrait déclencher ce genre de choses chez lui, quoi. Ce stress s'intensifie lorsque les résultats, comme les calories brûlées ou le nombre de pas, ne correspondent pas aux objectifs fixés, impactant parfois l'estime de soi. Donc près de 20% des participants déclarent même abandonner l'utilisation de ces dispositifs à cause de cette pression. Les chercheurs suggèrent de prendre du recul face à ces informations et de privilégier un suivi global de la santé plutôt que des objectifs quotidiens stricts. Donc, alors l'article précédent était de Science Daily, celui-là est de Men's Journal, donc vous avez les liens dans les notes, hein. Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, hem, je pense qu'on ne réagit pas tous de la même manière par rapport à des choses, alors là, on parle des bracelets connectés, des montres connectées, tout ça. Il y a des gens chez qui ça va être moteur de motivation. Par exemple, ils vont se dire, «Bon, bah, mon objectif, c'est ça, je vais l'accomplir». Donc c'est pas un stress négatif, c'est un stress positif, un défi, en fait, un peu comme un jeu au quotidien.
Et il y a des personnes chez qui ça va induire de la culpabilité, de l'anxiété, surtout chez les personnes qui sont très proches de leur tour de taille, mais d'une manière déraisonnable en fait, qui sont un peu esclaves de leur, miroir plus que maîtres de leurs conditions physiques et de leur apparence, quoi. Et quand on tombe dans l'esclavage au niveau c'est là où en fait on commence à avoir des comportements alimentaires déraisonnables, du sport fait, sans envie et ça peut pas durer quoi. Ça peut pas durer. Donc il y a 2 façons de réagir à ça. Moi, personnellement, alors je suis pas accro à ma montre connectée. J'apprécie en avoir une pour suivre, certaines choses. Là, en ce moment, je suis en train de courir, donc enfin, pas pendant que je parle, hein, mais je veux dire, là, j'ai repris, un peu plus la course à pied, donc j'aime bien suivre mes tendances, mais je peux passer après de très longues périodes à avoir juste une petite montre Casio à moins de 50 balles au poignet et vivre comme ça. Moi, la seule fonction qu'il me faut sur une montre, c'est le timer pour mes temps de repos et le chronomètre à la limite, si je fais une sortie course à pied ou autre, et que je veux suivre juste mon temps, mais sinon le reste c'est accessoire, quoi. Après toutes les autres fonctions, c'est vraiment quand je veux faire du tracking précis, sommeil, rythme cardiovasculaire, la VFC, les choses comme ça. Et d'ailleurs, en parlant de mesures qui n'a rien à voir avec les montres, mais beaucoup parlent du RPE en ce moment. Donc RPE, c'est le taux d'effort perçu en gros. Alors il y a RPE, il y a des niveaux et en fonction du niveau, c'est plus ou moins intense. Euh, alors, faut savoir une chose, c'est que c'est pas une mode ou un truc qui vient de sortir comme ça, qui a été inventé par des coachs ou autres. En fait, ça vient des études scientifiques. C'est des mesures dans les études. Donc le RPE, donc taux d'effort perçu, ça c'est pas une invention, une découverte d'un coach moderne, actuel et tout ça, hein. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui a tiré ça d'une étude et qui s'est dit: «Tiens, je vais le mettre dans le monde, du sport, du discours, populaire». Bah, nous, on n'en parle pas trop en muscu parce que ça sert honnêtement, en musculation, pour prendre du muscle, ça sert pas à grand chose. Parce que, enfin, il y a pas vraiment de moment où le RPE, doit être bas. Mais bon, je peux comprendre que dans d'autres sports, ce soit le cas. Je reviens à mes moutons, là, on revient à nos moutons, par rapport aux objets connectés. Hem, la bonne façon de s'en servir, c'est de voir si ça augmente la souffrance ou ça augmente le bien-être. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de se rassurer, qui sont suffisamment actives dans la journée, sans se forcer à faire du sport, mais de traquer un petit peu ce qu'ils font. Ils sont fiers d'avoir vu leurs 10 000 pas, d'avoir vu, je sais pas moi, les calories brûlées et tout. Ça, voilà, ils sont contents. Leur simple mode de vie leur permet d'être fiers des résultats. Et d'autres chez qui ça va induire comment dire, de l'anxiété, «Oh là là, mais j'ai brûlé que tant, j'aurais dû faire plus, oh là là, mais ma VO2 elle est que là, j'aurais dû faire ça». Enfin bon bref. Et ça, vous avez pas besoin d'un article ou d'un podcast pour vous le dire, c'est vraiment votre ressenti. Après, j'entends aussi des gens qui sont un peu contre les montres pour le sommeil et tout. Ils n'ont pas fait suffisamment de recherches parce que c'est quand même c'est quand même relativement fiable, hein. Alors, on n'est pas sur la polysomnographie, qui utilise, des tas de capteurs, mais faites, des recherches sur comparatif polysomnographie versus, montre connectée. Il y a des études qui ont été faites, heu, c'est quand même impressionnant. On n'est pas aussi précis, mais on a quand même un regard sur le sommeil qui est intéressant, quoi. Hem et donc c'est pour ça, sur le sommeil, moi, j'ai pu le vérifier. Vous savez comment? À aucun moment, j'ai renseigné à ma montre que j'étais malade il y a 15 jours, là. Vous savez quand, je vous en ai parlé là dans un autre podcast, ça faisait des années que j'avais pas été malade et là, un petit état grippal, qui a duré 12 heures, hein, mais voilà. Et ben, sur les 2 nuits où j'ai eu, un peu de fièvre, puisque ça a commencé le matin, enfin ça fait 12 heures, 24 heures pardon. Les 2 nuits, que j'ai passées avec un peu de fièvre et un peu enfin de malade, on va dire, mon sommeil était très long, pas du tout réparateur, heu et ça je me suis dit que enfin, là c'est quand même,
ça montre bien, parce qu'à aucun moment je lui ai dit: «Je suis malade», en fait, hein, j'ai tel symptôme et tout, donc là, à la limite, il aurait pu se dire: «Bon, vu qu'il est malade, il va potentiellement mal dormir». Là, il s'était basé sur ma respiration, mon oxygénation, pardon, mon rythme cardiaque, ma variabilité de la fréquence, cardiaque, mon agitation, et cetera. Et là, je me suis dit: «OK, il a été capable de détecter l'algorithme de la montre là, avec toutes les mesures, qu'il se passait un truc dans mon corps». Puis il y a aussi la température, je crois, cutanée. Bref, donc moi, il me semble que c'est quand même pas mal. Et je serais pas autant pour plein de choses, je suis un peu, conservateur, sur plein de petites choses, les technologies, les machins et tout. J'aime bien, rester sur les acquis du passé. Autant sur ce genre de choses, peut-être parce que c'est mon domaine, le sport et tout, moi j'y trouve une aide, voilà. Mais après, quand on a le même mode de vie pendant un certain nombre de semaines, voire de mois, je trouve que ça devient inintéressant de continuer à porter un bracelet connecté ou autre. Je pense que c'est intéressant quand on induit, quelque chose, ou quand on est dans une phase de progression, mais quand on est dans une phase de maintien avec un mode de vie, similaire, reproductible de jour après jour, c'est pas forcément intéressant de traquer, quoi. Voilà. Bon, après ça, c'est mon point de vue, hein. En tout cas, si ça vous rend anxieux, sachez qu'il y a plein de sportifs. D'ailleurs, j'écoutais un podcast dans la tête d'un coureur, qui parlait de fréquence cardiaque, et qui disait qu'un sportif, un Anglais, un sportif de haut niveau anglais, lui utilise qu'une petite montre comme moi, une Casio là, encore moins chère, je crois, à 12 balles, il disait, parce que lui, il est plutôt stressé et ça le stresse. Donc, vous voyez que même à très haut niveau, vous n'êtes pas obligé, d'avoir des montres, hyper performantes. Juste un chronomètre, ça peut suffire. Voilà. Donc j'en reviens à comment enfin développer tes pectoraux, donc la longueur des avant-bras, l'épaisseur de cage thoracique, largeur des clavicules, et cetera. Bon, toutes ces choses-là dont je t'ai parlé en introduction. Heu, je Disons que les pecs, c'est vraiment un groupe musculaire, ou très facile à travailler, ou très difficile à bosser. Il y a des gens chez qui, ils se mettent au développé couché, ils font quelques reps, ils congestionnent tout de suite dès l'échauffement et tout. Et il y en a d'autres, chez qui, c'est un enfer, parce qu'ils ont beau essayer, toutes les variantes possibles et imaginables, ils n'arrivent pas à choper, les pecs, quoi. Donc faut pas se décourager, il y a toujours une méthode qui vous permettra de faire. Heu, ne ne Alors, moi personnellement, j'ai découvert que, alors moi, il faut savoir que j'ai les avant-bras longs, j'ai des clavicules pas très larges et j'ai la cage pas très épaisse. Et j'ai réussi à les développer, moi, en faisant pas mal de travail dessus, même avec du développé à la barre et tout, hein. Mais en augmentant la fréquence de travail, en augmentant la fréquence de travail lourd d'ailleurs aussi. Mais ça, je vous en parle déjà dans l'espace VIP, dans pas mal de vidéos sur les pectoraux. Si vous tapez, point faible pectoraux, vous trouverez sur mon site. Et voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'enregistre le podcast en 2024, on est dans une ère où le surentraînement domine, où il faut, enfin, surentraînement, la peur du surentraînement domine. Moi, à l'époque, il y avait pas de surentraînement. En tout cas, ça a très bien marché par rapport aux attentes que je pouvais avoir. Après, il y en a qui diront c'est pas assez, ou voilà, mais moi, par rapport aux attentes que je pouvais avoir sur le développement des pectoraux, j'ai été satisfait de ce que j'ai pu obtenir. Et comment dire? C'est vrai que si j'avais suivi les conseils, un peu à la mode, quoi, isolation, que de l'isolation, que de l'isolation, je sais pas si ça aurait mieux marché tout court. En tout cas, la méthode que moi j'ai appliquée a marché, bien, quoi. Donc mais elle a rien de magique, hein. C'est juste de l'entraînement régulier et de la compré en fait, moi, j'ai toujours cherché à sentir le muscle que j'entraîne. Il y a des gens qui s'entraînent en mode, leur cerveau est détaché du corps. Moi, en fait, le cerveau, il est, «OK, aujourd'hui, je dois faire les pecs, il faut que je sente mes pecs bosser». Si je sens pas mes pecs bosser, j'ai l'impression d'être venu pour rien, de m'être épuisé pour que dalle, en fait. Et si j'arrive pas à choper les fibres des pecs, sur chaque mouvement que je suis en train de faire, ça a aucun intérêt. C'est un peu comme faire des abdos sans sentir les abdos, ou comme faire des biceps sans sentir les biceps. Donc il faut pas perdre espoir, et parfois, des fois, c'est des centimètres, quelques centimètres d'amplitude en plus ou en moins, des positions du coude dans l'espace, enfin bon, bref, des choses, vraiment,
infimes, mais qui vont déclencher derrière une bonne sensation. Puis cette sensation va pouvoir se traduire par une augmentation du volume à terme, parce qu'on prendra de la force et tout avec cet angle-là, et donc des progrès. Mais il y a peu de gens qui arrivent à rattraper leurs points faibles, parce qu'il y a peu de gens qui s'investissent. C'est-à-dire que quand ils vont à la salle de sport, pour eux, c'est du sport, mais aussi un défouloir. Ils n'ont pas vraiment envie de se prendre la tête à reprogresser alors que en force sur un mouvement, alors qu'ils ont déjà atteint une certaine force avec une posture, une amplitude. Et ben ça, faut être capable de le faire si on veut rattraper justement un point faible, ou en tout cas déclencher le développement d'une zone un peu récalcitrante. Voilà. Donc si ces sujets vous intéressent, allez voir le lien que je vous ai mis dans les notes du podcast, qui s'appelle Comment enfin développer tes pecs, et donc vous pourrez voir tout ça. Je vous laisse ici, j'espère que ce podcast vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine ou tout de suite dans les notes, et en attendant, bon entraînement, bonne récupération, et restez focus sur votre diète également. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée, qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.